Merci d'avoir choisi notre Lucan Gabon 24 pour cette grande édition d'information dont voici les principaux titres. Felado Nidumbongo fait partie des 20 jeunes membres du comité de rédaction du 16e sommet de la francophonie qui s'ouvre ce samedi à Antananarive, c'est à Madagascar. Le film complet de ce sommet. Dans un instant, au Cameroun, une femme kamikaze s'est explosée jeudi matin dans la ville de Mora, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà pour la vitrine de cette grande édition d'information. Bienvenue à tous. Le 16e sommet de la francophonie s'ouvre ce samedi à Antananarive, la capitale économique et politique de Madagascar. Ce vendredi 25 novembre, à la veille de l'ouverture du sommet de Madagascar, plus de 200 jeunes sont attendus au village de la francophonie à l'occasion d'une journée exceptionnelle entièrement consacrée à la jeunesse. Ce rassemblement placé sous le thème « La jeunesse au cœur des solutions » consiste à mettre en lumière l'engagement citoyen et la créativité économique des jeunes de l'espace francophonie. Parmi les 20 jeunes membres du comité de rédaction de la déclaration venant des 9 régions de la francophonie figure un jeune Gabonais au nom de Felado Nidumbongo. Le reportage de Katia Sandong. Felado Nidu, de nationalité gabonaise, figure parmi les 20 jeunes membres du comité de rédaction de la déclaration venant des 9 régions de la francophonie. Ce vendredi 25 novembre, à la veille de l'ouverture du sommet de Madagascar qui se tiendra du 26 au 27 à Antananarive, la capitale économique et politique malgache, plus de 200 jeunes sont attendus au village de la francophonie à l'occasion d'une journée exceptionnelle entièrement consacrée à la jeunesse. Ce rassemblement placé sous le thème « La jeunesse au cœur des solutions » consiste à mettre en lumière l'engagement citoyen et la créativité économique des jeunes de l'espace francophonie. En tant que membre du comité de rédaction, l'idée c'est de pouvoir porter cette déclaration au niveau des chefs d'État. Ces chefs d'État qui doivent décider pour la jeunesse ne les associent pas. Au travers de cette déclaration, on a pris toutes les recommandations, toutes les sollicitations de la part des jeunes et chaque État qui va ratifier cette déclaration pourra se l'approprier afin de l'intégrer dans ses programmes de société. À l'instar du jeune Gabonais, d'autres jeunes vont également s'illustrer lors de cette rencontre. J'espère que les présidents qui vont recevoir cette déclaration, ils ne vont pas seulement la considérer comme une déclaration faite par un groupe de jeunes qu'on va entendre pour faire le show en fait. J'espère qu'ils vont vraiment prendre en considération tout ce qui est inclus. Parce que c'est dans l'avantage pas seulement des jeunes, mais de tous. Pour l'occasion, le pavillon de la francophonie accueillera une série d'activités spéciales, y compris des ateliers de renforcement des capacités et des sessions d'échange avec des ministres et chefs de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ainsi qu'avec la secrétaire générale de la francophonie. Parlons à présent du conseil inaugural du bureau gabonais du roi d'auteur et des voisins Bugada à Libreville devrait être celui de la Renaissance, d'où la journée de sensibilisation qui s'est faite ce vendredi dans les locaux du ministère de la Culture du Gabon afin de rassurer sur l'effectivité de la protection des œuvres artistiques. Les détails de cette journée avec Sveltana Gladys Maganga de notre rédaction. Sensibiliser les artistes et les créateurs des œuvres de l'esprit sur la nature de leurs droits, c'était l'objectif de cette journée organisée ce vendredi à Libreville par le Bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins, Bugada. La journée d'aujourd'hui donc nous permet, en ce qui concerne les auteurs, de leur expliquer le bien fondé d'un organe de gestion du droit d'auteur, donc que nous appelons organe de gestion collective. De leur expliquer quelles sont les différentes conditions d'adhésion à ce bureau-là. De leur expliquer comment doit se passer cette adhésion, de l'adhésion à la déclaration des œuvres, à l'homologation des œuvres, pour que vous deveniez membre à part entière. Depuis plus d'une année, les actions de cette structure chargée de la protection des œuvres artistiques et culturelles sont visibles. Pour son directeur Maximo Bamela, des choses ont été entreprises en 19 mois d'existence, conscient de l'impatience des créateurs des œuvres de l'esprit qui ont hâte de voir démarrer le prélèvement des redevances. C'est une bonne chose que j'admire pour mon pays, d'abord le Gabon. Pour les artistes gabonais, c'est un souhait de toucher les droits d'auteur. Le long combat mené par les artistes, auteurs d'œuvres de l'esprit et autres producteurs gabonais
pour le respect de leurs œuvres trouvera son épilogue dans quelques semaines avec la mise en application de la charte. Et puis, près de 7000 candidats frappent aux portes de l'école de préparation aux carrières administratives et PCA au terme de l'étape consacrée à l'examen des dossiers. Les responsables de l'établissement ont pris des dispositions pour permettre à tous les postulants d'avoir la même opportunité d'être retenus. Richard Mamiaka, secrétaire général de l'EPCA, était l'invité de la matinale de ce vendredi 25 novembre, donne les orientations. Le compte rendu de Linda Gaël Maganga. Le concours d'entrée à l'école de préparation aux carrières administratives EPCA est désormais fixé au mois de décembre. Mais les candidats retenus après examen de dossier sont invités à prendre part au séminaire qui s'organise avant le début du concours dès le lundi 28 novembre au sein de l'établissement situé au PK12 de Libreville sur la Nationale 1. Confirmer que le concours a été reporté et qui se tiendra désormais le samedi 10 décembre et que ceux des étudiants qui seront retenus à l'issue des travaux de la commission d'examen des dossiers, eh bien, qu'ils s'inscrivent déjà dans le cadre des séminaires que nous attendons organiser à partir de lundi. Le PCA propose une formation dite verticale qui concerne les deux profils, celui des fonctionnaires et des candidats qui répondent aux critères d'entrée dans l'établissement. La seconde formation, dite horizontale, concerne le renforcement des capacités. Le nombre de candidats que nous avons enregistrés à ce jour est tellement important que nous avons pensé qu'il faut donner la chance à tout le monde. Et d'ailleurs, le septennat actuel, c'est quand même celui de l'égalité des chances. Et au vu du nombre important des candidats, eh bien, l'école a estimé qu'il fallait faire bénéficier donc des candidats d'une formation préalable, du moins d'un séminaire qui leur permettait, et dès lors que dans les missions de l'EPCA, il y a ce pan justement de soutien pédagogique aux candidats au concours promotionnel. Le concours d'entrée à l'EPCA démarre le 10 décembre. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme GRAIN, cher au gouvernement de la République gabonaise, une signature de contrat de gestion de financement s'est faite entre l'ensemble des coopératives du département de Tsamba-Magoti, c'est dans la province de Langouni, dans le sud du Gabon, et la Société gabonaise de transformation agricole et de développement rural. Objectif, accompagner et superviser les différents projets agricoles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le reportage est de Jamila Mbengman. Lancé le 22 décembre 2014 par le président de la République Ali Bongo Ondimba, le programme GRAIN continue son expansion à travers le pays. Le week-end écoulé, 5 des 8 coopératives que compte le département de Tsamba-Magoti dans le sud du Gabon ont procédé à la signature de contrats de gestion et de finances, formalisant le rôle d'accompagnement et de supervision de la Sotrader, qui est l'entreprise support du programme GRAIN. Cette cérémonie de signature de contrat entre les membres des coopératives et les responsables de la Sotrader signifie pour nous un rêve qui se réalise. C'est aussi la démonstration pour les nombreux graino-sceptiques de tous bords que ce projet phare du chef de l'État, le président Ali, est bel et bien une réalité. Ces 5 coopératives sont encadrées sur le plan local par l'association Tsamba-Magoti Initiative. C'est donc en présence de ses membres et de leur marraine, Yolande Nyanda, qu'a eu lieu cette cérémonie de signature au village Kessi, banlieue de Fougamou. Yves de Guidouma, Moulandou Fouala, Yombi, Kessi et Oyenano disent un gros merci au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Beaucoup n'ont pas cru à GRAIN. Mais aujourd'hui, GRAIN est une réalité chez nous dans Tsamba-Magoti. Merci Yann. Ce programme, au regard de son implantation dans les différents coins et recoins du Gabon, parviendra à autonomiser les populations rurales et assurera l'autosuffisance alimentaire. Et puis, en prélude à la 23e édition du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca au Maroc, l'ambassadeur aux représentants de la République gabonaise au Royaume du Maroc a reçu en audience cette semaine le secrétaire général du ministère marocain de la Culture, accompagné par du directeur du livre des bibliothèques au Royaume du Maroc. Ordre du jour, discuter des contours de l'organisation de ce grand événement dont les pays membres de la CAC seront attendus, en tête desquels le Gabon qui assure la présidence de cette institution internationale. Lariska Laure Mamengi, reportage. Du 9 au 19 février 2017 se tiendra à Casablanca la 23e édition du Salon international du livre.
Pour peaufiner l'organisation, les audiences s'enchaînent auprès de l'ambassadeur du Gabon au Maroc. Pour Mohamed Lofti Mrini, les autorités marocaines affichent ici leur volonté de s'ouvrir davantage vers d'autres univers en invitant plusieurs pays, membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à prendre part à ce salon. Un salon qui, selon la tradition, est la tribune qui permet aux pays invités de présenter leur rapport culturel, intellectuel et artistique grâce à une programmation riche et variée. Après avoir reçu les pays de la CEDEAO en 2014, nous envisageons en 2017 de recevoir les pays de la communauté de l'Afrique centrale. Il est tout à fait évident que le Maroc et l'ensemble des pays de cette communauté travailleront à asseoir une coopération plus solide, des échanges plus fructueux. Abdourazak Guy Kambogo a rassuré ses hôtes de ce que cette invitation allait être prise naturellement en compte. Dans l'attente de notifications aux différents États concernés, le diplomate gabonais va s'employer à saisir ses homologues des pays membres accrédités auprès du Royaume du Maroc et les autorités centrales de la CEAC, dont le siège se trouve à Libreville au Gabon. Le chef de la mission diplomatique du Gabon au Royaume du Maroc a également émis le très fort vœu que ce salon international soit une opportunité offerte aux responsables des deux pays de faire un point sur divers aspects de la coopération culturelle entre Libreville et Rabat. Faisons à présent un tour dans la commune d'Akanda, c'est au nord de Libreville, pour parler de cette inauguration du nouveau siège de la chefferie de la communauté Benga située dans la forêt classée de la Monda. La coupure du ruban s'est faite en présence du secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, Lee White, mais aussi de nos reporters Kevin Oswald Dukaga et Nina Masunga. Tous arborés de blanc, c'est un jour qui restera nul doute gravé dans les mémoires. La communauté Benga a un siège, un lieu dit sacré qui devra désormais servir de cadre aux manifestations et autres concertations traditionnelles. Situé dans un parc au Cap Esterias, au nord de Libreville, l'inauguration a vu la présence du chef coutumier et traditionnel de la communauté Benga et du secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux. Ce site est situé dans cette partie de terrain qui s'appelle Mangoul, parce que les lieux prennent les noms des rivières, des cours d'eau. Par le passé, vous avez remarqué que les chefferies étaient logées dans les domiciles même. Et la chefferie Benga a voulu un endroit neutre où bâtir le siège, pour que après celui qui est sur le trône, celui qui viendra sera toujours dans ce site. Ce préau, dont les matériaux sont composés de bois, de fer et d'une toiture aux couleurs de la forêt, a été financé par l'ANPN à hauteur de 40 millions de francs CFA. La cour des Benga, comme son nom l'indique sur cette pancarte, a été inscrite dans l'équilibre de la modernité et de la protection de l'environnement. Nous avons la communauté Benga qui s'engage, qui ont signé des engagements de préserver l'environnement, de respecter les forêts, de jouer un rôle de tampon entre l'air protégé et la ville de Cap Esterias. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais également, dans notre rôle de valoriser les aires protégées, on a besoin de la culture. Les touristes qui vont venir au Gabon pour visiter les parcs. L'inauguration a été précédée d'une séance de purification animée par un prêtre de la région. Exauce en ta bonté notre prière de ce jour. Écoute la prière de toute la communauté Benga. Je précise que la communauté Benga est un peuple qui a su conserver son histoire. Ce samedi, elle organise une série de manifestations pour naturellement édifier l'opinion sur ses caractéristiques. Écoutons le premier conseiller du roi au micro de Kevin Oswald Dukaga. La migration depuis la Haute-Égypte, le passage par le Tanganyika, n'est-ce pas? Puis la première bataille avec le premier ennemi, les Ikiaki, puis la collecte du miel, la deuxième bataille avec les Bakoko, la troisième avec les Itia, qui étaient un peu farouches, n'est-ce pas? Et les Benga ont dû battre en retraite. Et en battant en retraite, n'est-ce pas, ils sont arrivés au bord d'un fleuve dont les eaux étaient noires, ils ne pouvaient pas traverser, ils sont restés là des années. Et c'est donc un petit animal, n'est-ce pas, l'antilope aquatique, hein, qui a traversé la rivière. Et à partir de ce moment, ils se sont dit, mais si cet animal peut traverser la rivière, est-ce que nous pouvons aussi traverser la rivière? Et ils ont pu traverser la rivière, n'est-ce pas? Ils sont arrivés jusqu'à ce qui est aujourd'hui le Goivindo. Et c'est là où les deux frères Benga et Kota sont séparés. Kota est resté avec une partie du peuple qui sont aujourd'hui les Bokota du Bakota, dans un lieu appelé Mekabo, c'est-à-dire la limite qui est devenue Mekambo. Et Benga a longé le cours du fleuve pour arriver jusqu'au bord de la mer, de l'océan, n'est-ce pas? Et de là, ils ont longé la côte maritime, en restant d'aucuns au Cameroun, d'autres en Guinée équatoriale, et
les Benga jusqu'au Gabon, au Cap Esterias, Cap Santa Clara. Quittons le Gabon et restons sur le continent et faisons à présent une escale au Cameroun. Une femme kamikaze s'est fait exploser jeudi matin dans la ville de Mora, dans la région de l'ex-nord du Cameroun, où des djihadistes nigériens de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions et une seconde a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge, a-t-on appris de sources militaires. Le récit de Linda Gaël Maganga. 2 femmes armées d'explosifs ont tenté de se donner la mort au marché de Mora, une ville située dans le nord du Cameroun. Elles ont été tuées par l'armée sans faire d'autres victimes. Directement, je me suis dirigé vers les forces de maintien de l'autre, les pires, où je les ai dit que les 2 femmes qui venaient là, faites attention, ce sont les femmes qu'on les a suspectées depuis le carrefour. Et à partir de là que les forces de maintien de l'Épire aussi m'ont suivi. On est allé maintenant vers eux. Subitement, en allant pour aller croiser la femme, la moto m'a renversé. C'était là où les chefs là ont parlé. Halt, halt! Avant que la 3e halte ne se répercute, l'armée est partie et la femme l'a explosé directement. Les habitants de Mora s'inquiètent de la reprise des attentats du groupe djihadiste qui sévit dans la région et réclament plus de protection. J'ai vu les 2 femmes. Je suis allée là-bas au dépôt, je suis allée acheter à manger pour mes enfants. Et maintenant en sortant, on m'a dit qu'il y a les kamikazes. C'est comme ça que je suis courue. J'ai accompagné mes enfants à l'école alors que j'ai entendu seulement que ça a éclaté. Puis on a commencé à courir seulement. Maintenant, on veut que les hommes en tenue nous protègent. C'est le 2e attentat de jouer cette semaine au Cameroun. Lundi, une autre femme voulait commettre un attentat à Kolafata, non loin de la ville de Mora. Après les États-Unis, l'Union européenne fait aussi monter la pression sur la République démocratique du Congo pour que des sanctions soient prises contre des personnalités congolaises qui seraient impliquées dans la répression des manifestations ou les arrestations arbitraires qui se sont multipliées ces derniers mois dans le pays. Ludmila Toutoum s'en fait. La question des sanctions contre des dirigeants congolais, donneurs d'ordre et exécuteurs d'actes de répression contre l'expression démocratique est à l'ordre du jour. Après le Sénat américain, le Parlement européen s'active. À la tête de cette initiative, les députés socialistes européens qui, depuis quelques jours, préparent une résolution demandant que des sanctions soient prises contre un certain nombre de personnalités congolaises. Cette résolution sera présentée au Conseil de l'Europe qui se tiendra le 12 décembre prochain. Pour Marie Arena, députée belge du groupe des socialistes et démocrates, interrogée sur RFI, participante à la rédaction de cette résolution, il est important que l'Europe donne un message clair par rapport aux autorités congolaises sur la question de la sécurité et du respect des citoyens congolais. L'Europe est l'un des premiers donateurs de la République démocratique du Congo, rappelle la députée. Nous sommes dans le cadre de l'accord de Cotonou, c'est-à-dire que nous avons, vis-à-vis de la République démocratique du Congo, un certain nombre de principes que mutuellement nous devons décider de respecter. Et quant à la République démocratique du Congo et son gouvernement ne respectent pas la question de la liberté d'expression par rapport à l'organisation des élections, ils ne respectent pas l'accord que nous avons passé entre nous pour pouvoir continuer à travailler ensemble, a-t-elle déclaré. En Gambie, en déplacement hors de la capitale, une foule de partisans célébrait l'arrivée du président Yahya Jammeh. Le président Jammeh est en campagne à l'approche du scrutin où cette foule, je le disais, célébrait donc cette arrivée précisément à Brikama alors qu'il fait campagne pour le scrutin du 1er décembre. Dorothée Afinizo. À l'ouverture mercredi de la campagne pour le scrutin du 1er décembre prochain en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh a appelé à une élection libre. Très offensif, le chef de l'État est confiant quant au déroulement de ce scrutin. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis mieux que quiconque vous trouverez dans ce pays, je le dis. Certaines organisations des droits de l'homme s'inquiétaient quant à elles d'une série d'interpellations des journalistes. L'un d'eux, le photographe indépendant Aladji Manka, arrêté le 10 novembre pour avoir pris des photos volées des partisans du chef de l'État au retour de la cérémonie de son dépôt de candidature, a été relâché sans charge. Mais Yahya Jammeh prévient. Je suis le président de tous les Gambiens. Soyons clairs, je ne laisserai pas les 1% de personnes violentes remettre en cause la paix, la tranquillité et le développement de ce pays. Je ne l'accepterai jamais. À une semaine de l'élection présidentielle, où il devrait affronter 2 autres candidats, dont Adama Barrow, le candidat de l'opposition, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 21 ans en Gambie, axe sa campagne sur les valeurs de paix et de sécurité.
Pour la suite de ce parcours Tout Info, parlons à présent de cette grève des pilotes de la compagnie Lufthansa qui est entrée dans son 3e jour vendredi avec encore plus de 800 vols annulés et le mouvement est appelé à se poursuivre samedi. Le récit de Lardi Ngemamba. La grève des pilotes de la compagnie Lufthansa est rentrée dans son 3e jour vendredi 25 novembre avec encore plus de 800 vols annulés et le mouvement est appelé à se poursuivre samedi. Quelques 830 vols en Allemagne et en Europe ne pourront pas être assurés vendredi, affectant plus de 100 000 passagers selon la compagnie. J'ai un vol pour Miami. J'ai de la chance parce que c'est l'un des seuls vols long courrier qui devrait pouvoir voler aujourd'hui. Mais j'attends d'être assise dans l'avion, sur la piste de décollage, pour me réjouir. Depuis le début du mouvement, ce sont près de 2600 vols qui ont été annulés suite aux appels à la grève du syndicat des pilotes. Il s'agit du 14e mouvement de grève des pilotes de Lufthansa depuis le printemps 2014. Au cœur du bras de fer entre le syndicat et la direction, les négociations salariales complètement bloquées, mettant en avant l'absence d'augmentation salariale depuis près de 5 ans, alors même que l'entreprise faisait des bénéfices. Cockpit réclame rétroactivement une révalorisation moyenne de 3,66% par an, bien loin des 2,5% sur les 6 ans proposés par la direction pour environ 5400 pilotes de la compagnie. Une revendication que la compagnie Lufthansa rejette catégoriquement. De la suppression de centaines de milliers de fonctionnaires à la politique étrangère, en passant par la fiscalité ou le mariage gay, plein feu sur les programmes des 2 candidats à la primaire. Regardez. Pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle, les électeurs de la droite et du centre ont le choix dimanche entre François Fillon et Alain Juppé. Alors qu'est-ce qui différencie leurs programmes? La question des fonctionnaires pour commencer. Suppression de 500 000 postes, promet François Fillon, quand Alain Juppé estime entre 200 et 300 000 les coupes nécessaires dans la fonction publique. La TVA est en hausse dans les 2 programmes, plus 1 point pour Alain Juppé et plus 2 pour François Fillon. Sur le temps de travail, c'est la fin des 35 heures dans les 2 cas. Alain Juppé propose de revenir à 39 heures, sauf accord au sein de l'entreprise. Pour François Fillon, la durée hebdomadaire de travail sera négociable au niveau de chaque entreprise, dans la limite de 48 heures. En matière de diplomatie, c'est sur la Syrie que les divergences de vues sont les plus importantes. Pour François Fillon, qui ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine, un dialogue avec Bachar al-Assad n'est pas exclu. Quant à Alain Juppé, se montre plus méfiant vis-à-vis de Moscou et clairement pour le départ de Bachar al-Assad. Sur les questions de société, c'est notamment sur le mariage gay que les programmes divergent. Maintien de la loi Taubira, annonce Alain Juppé, quand François Fillon parle de la réécrire, notamment sur le point de l'adoption pour les couples homosexuels. Reste un certain nombre de points communs. Dans les 2 cas, austérité et contrôle de l'immigration sont au programme. Un cap à présent sur la Colombie où les autorités ont signé jeudi avec les FARC un accord de paix visant à clore plus d'un demi-siècle de conflits armés révisé après l'échec du référendum d'octobre, mais qui devrait être ratifié par le Congrès, n'en déplaise à l'opposition. Colombiens, je reconnais que cet accord est mieux que celui signé à Cartagena. Il est mieux car il recouvre les espoirs et observations de l'immense majorité des Colombiens, de 50% de ceux qui ont voté oui et d'un important pourcentage de ceux qui ont voté non. Firmado hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto. En signant aujourd'hui le nouvel accord, l'application pourrait commencer dès que le Congrès aura ratifié. J'espère que la ratification aura lieu dans le courant de la semaine prochaine. Les FARC, en tant que groupe armé, n'existera plus. En outre, à partir du jour J, la semaine prochaine, le déminage commencera pour que nos champs ne soient plus jamais un piège mortel pour nos enfants. Destacamos la importancia que tendría para el país. Nous soulignons l'importance qu'aurait pour le pays la formation d'un gouvernement de transition
dont le but principal serait la mise en application de l'accord de La Havane et qui devrait intégrer toutes les forces et secteurs qui ont travaillé sans relâche pour cet accord. Avec cet accord, nous n'abandonnons pas nos positions idéologiques, politiques et morales, mais nous mettons seulement fin définitivement à la guerre pour confronter nos contradictions de manière civilisée. Vous suiviez à l'instant tour à tour Juan Manuel Santos, chef de l'exécutif colombien, et Timoleón Jiménez, commandant des FARC. Elle tape des mains, virevolte dans des pirouettes synchronisées. Les étudiants de danse classique indienne, dont les racines plongent dans la mythologie hindoue, n'ont jamais été aussi nombreuses dans le pays. Lariska Lormamegui. En rythme synchrone, des jeunes femmes et hommes martèlent de leurs pieds nus le sol d'un petit studio de New Delhi, approfondissant à l'assemblement des mouvements de danse classique indienne ancrés dans la mythologie hindoue. Ce qui manque, particulièrement aux États-Unis, c'est une histoire culturelle riche. Leur histoire est plutôt récente, vous voyez. Je pense qu'ils sont à la recherche d'une histoire et d'une forme d'art ancienne. Et c'est sans doute pour ça qu'ils se tournent vers l'Inde. Des préadolescents aux actifs, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cet art ancestral né dans les temples de l'Inde il y a plus de 2 millénaires, délaissant des formes plus modernes comme le ballet, le jazz ou le hip-hop. La tradition a le vent en poupe ces jours-ci, note Tia Pant, responsable marketing basée à Bombay. Tous les week-ends, elle prend un avion pour se rendre à Delhi et s'entraîner à l'Odissi. Elle pratique cette danse fluide qui synchronise parfaitement expression faciale et mouvement des mains depuis une quinzaine d'années. Quand je suis venue à New Delhi après mon mariage, j'ai commencé à souffrir de dépression. Je viens d'une famille de 15. Ici, mon mari et mon beau-frère partent travailler et je reste toute seule à la maison. Mon mari a suggéré que je prenne des cours de danse et puis j'ai rencontré mon professeur et ça m'a sauvée de la dépression. L'Inde est le berceau de pas moins de 8 styles de danse classique, dont l'Odissi et le Bharatanatyam, à travers les expressions faciales, le déplacement des jambes et les gestes de la main. Elle compte les exploits et les mésaventures des dieux hindous. Merci à vous, Lariska Lormamegui. À 24 heures du lancement officiel du Marathon du Gabon, dans sa 4e édition, tout semble être au beau fixe. Les retardataires passent récupérer leur dossard, le dispositif sécuritaire au point, les coureurs prêts. Il ne nous reste à leur souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Voyons tout cela avec Ludmila Ntotoum et Joël Tatou. Distribuer les dossards aux retardataires, peaufiner les derniers réglages à moins de 24 heures du lancement officiel de la 4e édition du Marathon de Libreville, l'heure est aux dernières mises au point. Ça se passe très bien. Donc nous avons ouvert le village marathon hier à midi, Tapante, comme chaque année, et l'engouement est là. On a été légèrement débordé, pour rien vous cacher, depuis hier midi. Aujourd'hui, on estime que nous avons délivré à peu près 80% de tous les dossards, ce qui est de bon augure pour demain et après-demain. Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'événement. Un dispositif sécuritaire a été mis en place par la préfecture de police de Libreville. Il y a des dispositions prises par les forces de police nationales pour garantir la sécurité des coureurs et permettre aux citoyens qui ne sont pas concernés de vaquer à leurs occupations et d'avoir une circulation fluide. 195 épreuves reines sont les différentes épreuves qui constitueront cette course qui devient peu à peu incontournable dans le calendrier des grandes courses sur le continent. 13 000 participants au total sont attendus pour cette compétition. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève, mais avant de vous quitter, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Au Gabon, Felado Nidumbongo fait partie des 20 jeunes membres du comité de rédaction du 16e sommet de la francophonie qui s'ouvre ce samedi à Antananarive, à Madagascar. Au Cameroun, une femme kamikaze s'est explosée jeudi matin dans la ville de Mora, dans l'extrême nord du pays. Fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Restez toujours sur Gabon 24. C'est l'information au quotidien et en continu. À plus tard.